La semaine de la pop philosophie saison 15 présente Liberté, équité, solidarité. Une approche philosophique, sociologique, artistique, littéraire et pop à la fois. Du libre arbitre à l'éloge de l'inégalité, de la liberté du saumon au nouveau visage de la censure. Merci aux courageuses et courageux qui restent tard dans la soirée pour écouter l'exact inverse de ce qui vient de nous être dit avec l'entraide, avec la solidarité dans le monde animal. Ce qu'on va voir ensemble maintenant, c'est le côté yang de la force. Après avoir vu ce côté yin, c'est le côté de la piraterie qui correspond ni plus ni moins à cette capacité, cette obligation qu'ont les êtres vivants de se dévorer entre eux et d'utiliser tous les stratagèmes pour y parvenir. Alors avant ça, j'aimerais d'abord féliciter Marin Schaffner pour son exposé, très brillant. Je ne suis pas certain que les saumons soient si libres que ça quand on sait qu'ils retournent dans leur terre natale ou leur rivière natale pour mourir, puisqu'ils se reproduisent, ils fraient et ensuite se suicident. Donc je ne suis pas certain que, mais on pourra en parler après. Je voudrais remercier le Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille, dans lequel j'ai que des bons souvenirs. C'est un lieu de belles rencontres et je suis très heureux d'être là. Alors, pourquoi j'ai intitulé mon exposé « La piraterie dans le vivant » Je vais commencer par brosser un peu cette analogie avec les pirates, puisque, comme vous le savez, les pirates pouvaient brandir plusieurs drapeaux. Vous connaissez tous et toutes le drapeau noir, le Jolly Roger, qui symbolise la mort et qui permet de survivre si l'on se rend. Mais les pirates avaient aussi un deuxième drapeau qui était le No Quarter, le pas de quartier, où l'équipage vaincu est exécuté. Et donc, on verra au cours de cet exposé que parfois les êtres vivants, les animaux, exhibent des signaux qu'on appelle aposématiques, qui servent à indiquer aux autres qui sont très toxiques et que donc ça ne sera pas de quartier. On va voir aussi que parfois les pirates pouvaient travailler pour des États. Vous connaissez toutes ce distinguo entre des corsaires et les pirates. Les corsaires sont des pirates patentés qui travaillent pour des royaumes, des États français, portugais, anglais, espagnols, donc on les appelait des corsaires. Mais les pirates pouvaient aussi brandir des drapeaux amis, alors même qu'ils travaillaient à leur compte pour usurper l'identité amicale. Et donc ils se faisaient passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Et c'est exactement le sport auquel ça donne énormément d'êtres vivants. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon exposé la piraterie dans le vivant. Alors, comme je sais qu'il y a d'éminentes et d'éminents philosophes dans la salle, j'ai décidé de convoquer le meilleur d'entre eux. Et j'ai aussi une surprise pour vous qui restez tard. Je vous ferai la démonstration de la sélection naturelle en direct et avec une captation vidéo. Je me suis fait passer pour un cadreur d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, je me suis camouflé moi-même. Alors, le philosophe que je vais convoquer, et je le dédicace à Françoise Gaillard, c'est Winnie l'ourson. Alors pourquoi Winnie l'ourson ? Je vais essayer de vous le montrer. Alors, on a toujours des petits problèmes de vidéo ici, mais je vais essayer de faire passer ma petite vidéo. C'est un épisode qui s'appelle le petit nuage noir, où Winnie l'ourson explique tout ce qu'il faut savoir au sujet du camouflage et du mimétisme dans la nature. Alors, je vous propose de le regarder, il ne dure pas très longtemps, et on le coupera peut-être avant la fin. Bonjour, Winnie l'ourson. Bonjour, Winnie. Que ce soit un bonjour, ça j'en doute. Et qu'est-ce qu'il y a pour ton service? J'étais en train de réfléchir en chemin et je me demandais si par hasard tu aurais quelque chose qui ressemblerait à un ballon. Je fais juste une petite pause, vous voyez le ballon bleu sur fond bleu du ciel. J'y reviendrai après. Tu veux un ballon? Pourquoi faire? Écoute, du miel. Mais quel rapport entre du miel et un ballon? Il y en a un. Lequel? Je veux voler comme une abeille. En haut de l'arbre à miel, vu? Mais attends un peu. Tu ne tromperas pas les abeilles, tu sais. Si, tu verras. Voudrais-tu me conduire jusqu'à cette petite mare pleine de boue? Tu dois savoir où elle est. Et Jean-Christophe conduisit Winnie l'ourson à une mare vraiment boueuse.
Et Winnie s'y roula, jusqu'à ce qu'il soit tout noir. Deuxième point auquel accorder votre attention, le déguisement. C'est malin, hein, comme déguisement. Et t'es déguisé en quoi? Moi, je suis un petit nuage noir, voyons. Quel gros bêta. Lance-moi sur l'orbite des abeilles, s'il te plaît. Fais attention. Bon, après les choses tournent mal, Winnie l'ourson perd sa boue noire et finalement il se fait dévorer par des abeilles qui deviennent méchantes. Mais voilà, ce que je voulais indiquer, c'était que mine de rien, cet épisode avec Winnie l'ourson illustre deux grandes ruses qui sont employées par les espèces dans la nature pour se nourrir, comme Winnie d'ailleurs. La première consiste à annuler la détection. Et donc c'est le rôle du nuage bleu sur fond bleu du ciel. Et la deuxième ruse consiste à se faire passer pour autre chose que ce que l'on est vraiment, et c'est le rôle du déguisement du nuage noir. Et c'est exactement sur quoi va porter, si ça va bien, voilà, nos exemples, les nombreux exemples qu'on va essayer de voir. Alors je ne vais pas vous donner un cours de sciences naturelles, je vous rassure, les exemples viennent illustrer un propos, et on va peu à peu converger, aller vers de la philosophie pop, comme on a dit tout à l'heure, mais qui reste quand même un peu de philosophie. Alors voilà, ce qu'a illustré Winnie l'ourson, cet éminent philosophe, c'est la différence entre le camouflage et le mimétisme. Alors, le camouflage, c'est qu'on essaye de se rendre invisible, en fait. Alors que le mimétisme, le vrai mimétisme, c'est quand on essaye de se faire passer pour autre chose que ce qu'on en est vraiment. Et là, on a deux exemples frappants, puisque à gauche, on a une espèce de tronc d'arbre, on ne voit pas grand-chose, et à droite, on a... Qu'est-ce que c'est d'après vous? Un serpent. Et en fait, non, c'est pas un serpent, c'est une chenille. Vous êtes fait duper, chère madame. Et donc, on est exactement dans le mimétisme. La chenille s'est faite passer pour quelque chose qu'elle n'était pas, et vous êtes malheureusement tombé dans le panneau. Alors, ce que je profite de ça pour expliquer les concepts en fait, qui sont à l'œuvre dans ces mécanismes de piraterie dans le vivant. En fait, quand on parle de camouflage et de mimétisme, on a un modèle qui peut être vivant ou non, un modèle que va copier le mime, et on a ensuite le dupe, le prédateur par exemple, qui se fait duper. Alors, on va essayer d'illustrer ça une nouvelle fois avec un autre exemple. Qui peut me dire, qui a une idée de ce qu'il faut voir ici? Un crabe? Une pieuvre? C'est le reste d'un bateau? Oui, c'est une épave. Un corail? Ah, un poisson? On se rapproche? Effectivement, c'est un poisson. Est-ce que vous voyez un œil? Vous voyez un œil? Alors exactement au milieu, il y a un œil qui est là. Pour vous dire à quel point ça peut être bien fait. Là, vous avez un œil. Et c'est nous qui sommes les dupes. Nous nous sommes fait duper, puisque ce qu'il fallait voir, c'était ça. C'est une espèce de gros poisson orange qui fait toute la taille, en fait, quasiment de la grosse boule orange qu'on a ici. On a un œil, on a une petite bouche entrouverte qui se trouve ici. Et c'est un poisson, c'est le poisson grenouille de et ces nageoires qui lui permettent de tenir sur l'épave qui a été retrouvée au large d'Hawaï. Et donc ce poisson illustre à merveille, et je pense que vous en conviendrez, cette notion de modèle, de mime et de dupe. Le modèle, c'est évidemment des récifs, des éponges, etc. Et le mime, c'est donc le poisson grenouille, et les dupes, c'est les prédateurs qui sont normalement d'autres poissons, mais qui sont aussi nous-mêmes. Alors dans la suite, je vais égrener quelques exemples de camouflage et de mimétisme en allant du plus simple au plus extrême, avant de terminer, comme je l'ai dit tout à l'heure, par quelques éléments de réflexion. Et je vais donc vous présenter quelques vignettes voilà, que j'ai... Je m'excuse parce que je vais devoir ouvrir mes fichiers un par un, parce que comme ils sont trop gros, comme il y a des films à l'intérieur, ils risquent de bugger, donc je les ai un peu segmentés. Et donc je vais les ouvrir à chaque fois. Alors, le premier exemple, la première ligne d'exemple qu'on va essayer de suivre, c'est celle des colorations cryptiques.
Alors ce qu'on entend par coloration cryptique, cryptos, grec, qui veut dire cacher ou se cacher, c'est le type de camouflage qui va être utilisé par un animal ou un être vivant pour essayer de se fondre dans le décor. Alors on va passer très vite, l'idée c'est pas de vous montrer 20 000 images, je commence par une lionne, un lion, pour ceux qui sont nés au mois d'août. Et donc là, c'est pour illustrer l'homochromie, le fait qu'il y a énormément d'animaux qui vont n'avoir qu'une seule couleur au niveau de leur robe pour essayer de se fondre dans un environnement qui va être ici dans les ocres, les marrons. On a un chat des sables, je ne sais pas si vous le voyez. Non, mais il n'est pas sous le truc. Vous regardez dessous, non, en fait, non, je vous passe, j'ai un retard d'une diapositive à chaque fois. Ce qui fait que moi, je vois le chat des... Je m'en excuse, je vois le chat des sables quand vous voyez encore le lion. Donc je suis désolé. Je voyais madame qui regardait sous le tableau. Alors le chat des sables, je ne sais pas si vous voyez, on devine un œil. Voilà, donc celui-là, il n'est pas très dur. C'est pas un jeu télévisé, il n'y a rien à gagner. Hein. Quoique, vous verrez pendant la démonstration de la sélection naturelle, il y aura des choses à gagner. On a ici voilà, un jeune phoque, un fennec, un lièvre, je ne vais pas tous les faire, un iguane qui change de couleur, lui il est sur un sol basaltique, donc il est tout noir. Vous avez une grenouille rouge, parce que l'habitude de vivre dans un environnement avec des feuilles rouges, un gecko, une vipère des sables. Alors ici on a aussi une forme de camouflage ou de mimétisme en fait qui va s'opérer en fait avec les mouvements, les tracés qui se font au niveau du sol. Et c'est aussi le cas pour la tortue kawan qu'on trouve en Turquie. Alors ce que je viens de vous décrire avec des animaux, avec plusieurs exemples, il faut savoir que c'est aussi le cas pour des plantes. On a ici une plante qui s'appelle Corydalis benecincta. C'est une plante qui est utilisée en médecine traditionnelle chinoise et qui a évolué des feuilles qui présentent une coloration plutôt noire pour se fondre dans ces cailloux qui eux aussi sont noirs. Alors évidemment, quand il neige, il ne faut pas être brun, il ne faut pas être noir, il faut plutôt être blanc. Donc c'est le renard blanc, le cygne, la chouette, tous les animaux qui vivent dans les régions enneigées et qui vont devoir être blancs. Alors parfois, vous avez des animaux qui sont blancs en hiver et qui ont une autre couleur en été. C'est ce qu'on appelle la bichromie saisonnière. Alors, vous avez ici un ours polaire, un bébé phoque. Je vous ai parlé de cette homochromie saisonnière ou bichromie saisonnière. C'est ce qu'on a avec le lièvre variable ou l'hermine, voilà, un petit rongeur. Alors, dans les colorations cryptiques, donc, qui permettent de se cacher, on a aussi la transparence. Alors, la transparence, il y a beaucoup d'exemples avec des batraciens qui sont passés maîtres dans l'art de se fondre dans leur décor parce qu'ils ont une peau, donc des téguments, un épiderme qui est transparent. Et on a pu observer des clichés spectaculaires en fait de grenouilles de verre en particulier pour lesquelles on devine, on fait plus que deviner d'ailleurs, l'intégralité des organes internes. Heureusement que nous ne sommes pas transparents. Alors, on a ici une crevette fantôme, on a une éponge oreille d'éléphant qui est le fond, et vous avez une blénie qui vient se mettre par-dessus et qui arrive quand même bien à se maquiller dans ce décor. Vous avez tout le registre des méduses qui sont à la fois transparentes, mais qui ont la particularité de pouvoir émettre de la lumière, une luminescence, et en plus d'opérer à l'aide de leurres. Donc pour attirer des proies en particulier, et on verra ça un peu plus tard. Mais vous avez ici une méduse qui quand même a une tête bien transparente. Vous avez des perches, des poissons, une salpe et un calmar. Vous avez ici un cnétophore aussi qui est transparent et qui émet une sorte de luminescence arc-en-ciel que je trouve personnellement très chouette. On a aussi une limace, une sorte de crevette. Et puis, ça ne concerne pas que les animaux marins, puisqu'on a vu qu'il y avait des grenouilles, mais on a aussi des insectes, comme le papillon aux ailes de verre, qui présente donc une certaine partie de son corps, les ailes, avec cette transparence. Alors évidemment, quand on est transparent, on prend quand même le risque de se faire attraper, parce qu'on peut être pas tout à fait transparent. Quand on pense à la grenouille qui avait ses organes internes quand même assez visibles, ou quand on voit le papillon, on se dit, pour un prédateur bien réveillé, l'illusion risque de ne pas durer très longtemps. C'est pour ça que... Enfin, c'est pour ça.
on ne doit pas être finaliste, mais l'une des autres ruses qui s'est développée dans l'histoire du vivant, c'est celle de l'homochromie variable. Ce sont les animaux qui changent de couleur. Alors c'est le cas par exemple des caméléons qui ont différents types de pigments dans leurs cellules. Donc les cellules, elles s'appellent des chromatophores, sont des cellules pigmentaires qui peuvent être jaune, rouge et bleu par exemple. Quand on mélange du jaune et du bleu, on fait du vert. Et donc ces cellules, ces chromatophores, elles peuvent grossir ou se contracter, ce qui fait que la proportion des différentes couleurs, c'est comme une télévision en fait, va changer. Et donc ces animaux vont changer de couleur en fonction du décor sur lequel ils se trouvent. Et c'est tout à fait spectaculaire. On a ici un autre caméléon qui vit lui dans le désert. Alors ces changements, ils peuvent être très rapides. Et là, je voulais vous montrer une vidéo que je trouve très frappante. D'une sèche, et cette vidéo va vous montrer deux choses. Elle va vous montrer dans un premier temps le camouflage, et dans un deuxième temps le drapeau rouge qui dit pas de quartier. Alors là vous avez le camouflage, je trouve que c'est assez réussi, et la sèche finit par comprendre qu'elle est menacée, et là elle change de couleur, elle devient rouge, et elle dit faut pas me toucher. Elle va quand même un peu se cacher, elle n'est pas sûre de son coup, mais ça vous montre bien ces techniques en fait de changement de couleur. Mais le film que je préfère, parce qu'il est quand même assez indicateur de ce qui peut se passer à l'intérieur d'un animal, et donc là ça va se greffer sur des concepts comme ceux d'Umwelt, qui ont été développés au siècle dernier par Jacob van Weskull, et qui expliquent que chaque espèce animale vit dans son monde propre, son univers propre, dans lequel il est extrêmement difficile de rentrer. Un article signé par un certain Thomas Nagel et qui s'intitulait Peut-on penser à la place d'une chauve-souris quelque chose, ou What it is to be a bat plutôt. Dans cet article, ce philosophe émet l'hypothèse qu'il nous est impossible en fait de se placer dans l'univers propre d'une chauve-souris et partant de tout autre animal, puisque nous sommes définitivement coincés dans notre propre univers propre, avec cette incapacité de faire varier ce perspectivisme. Alors cette sèche, ce qu'elle nous apprend, et je trouve que c'est un exemple frappant, c'est que on savait que les sèches pouvaient rêver. Les sèches, pieuvres, calamars ont un cerveau qui est distribué dans les tentacules, en plus d'en avoir un dans leur encéphale. Et ces animaux sont extrêmement intelligents. Et il avait pu être démontré que ces animaux étaient capables de rêver, de passer en sommeil paradoxal. Et comme vous allez le voir dans ce film, la sèche rêve, sans doute, et son corps change de couleur. Et donc c'est un moyen pour nous de rentrer dans son univers propre et de contredire peut-être, jusqu'à un certain point, ce que disaient Thomas Nagel et les perspectivistes. Alors évidemment, ça peut être une hypothèse ou une interprétation tout à fait anthropocentrique d'imaginer que la pieuvre rêve et qu'elle voit défiler devant ses yeux ou devant sa scène mentale tout un tas d'images. Mais on restera sur cette interprétation poétique. Donc voilà, ça continue comme ça et c'est absolument magique de voir tout ça. Alors ces changements de couleur, ils ne concernent pas que les animaux, ils peuvent aussi concerner les plantes. Et ici, on a tout un ensemble de graines qui ont le même ancêtre, mais qui vont avoir des colorations différentes selon qu'elles poussent sur des terres qui ont des couleurs différentes. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. La graine est un moyen de percevoir l'environnement sur lequel elle se trouve. Alors, c'est comme ça qu'on peut le dire, et on verra après que ce n'est pas une très bonne manière de le dire. Alors, un autre domaine qui est assez important dans le règne animal, c'est celui des ombres. Car on observe énormément d'animaux qui ont deux couleurs, selon qu'on les regarde de face ou par derrière. Donc c'est le cas par exemple du hérisson, c'est le cas aussi ici du waou, c'est une sorte de... c'est un gros espadon, et c'est le cas aussi du requin à queue noire. Alors pour ces poissons, l'idée c'est qu'il s'agit d'apparaître foncés quand on les voit du dessus, parce que les profondeurs de l'océan sont foncées, sont sombres,
Et ces poissons apparaissent argentés lorsqu'on les observe par en dessous, parce que c'est un moyen pour eux de se confondre avec la surface brillante en fait de l'eau. Et ce type de camouflage fonctionne très bien pour annuler les effets des ombres justement qui sont projetés par les corps des animaux qui se déplacent. C'est aussi un moyen de dissimuler l'épaisseur des silhouettes. Donc ça marche bien. Vous avez ici un maquereau, vous avez ici un autre poisson. Alors ce qu'on a décrit ici dans le monde aquatique, évidemment on en trouve des instances chez les oiseaux par exemple, avec ici une hirondelle bicolore. Donc pour les oiseaux c'est pas tout à fait la même chose. L'idée c'est que les prédateurs qui vont regarder par en dessous vont mal les discerner parce que s'ils ont le ventre pâle, et c'est la leçon de Winnie l'ourson, ils vont se confondre avec le ciel qui est plutôt pâle. Et ils vont être un peu plus difficiles à repérer. Et quand ils ont le dos foncé, pour les prédateurs qui viennent par dessus, par en haut, ben, ils seront un petit peu plus difficiles à repérer sur un sol qui paraîtra plus sombre. Donc c'est le cas de l'hirondelle, du prion de la désolation. Donc pour les oiseaux marins, c'est extrêmement important d'avoir cette double coloration. Alors comme les militaires sont jamais loin quand on parle de science, les militaires ont coopté cette idée avec ici, par exemple, la peinture d'un canon qui est blanche en dessous et foncée par-dessus. Et on verra que, un peu plus tard dans mon exposé, ce sont des artistes, et c'est un artiste en particulier qui a joué un rôle instrumental pour influencer les militaires, et pas forcément les scientifiques. Alors, ces ombres différentielles, ces couleurs différentielles de devant et de derrière, permettent aussi de se noyer, de se fondre dans des environnements qui sont très contrastés. Et c'est ce qu'on peut voir ici avec des manchots. Voilà, donc là j'en ai terminé avec ma deuxième vignette. On va passer à la troisième, qui est le registre du camouflage disruptif. Et c'est là qu'on va parler de l'artiste qui a influencé les militaires. Alors, le camouflage disruptif, qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est que se fondre dans un environnement, c'est peut-être pas toujours aussi efficace que ce qu'on pourrait imaginer. Pourquoi ? Parce que la silhouette de la proie reste toujours un petit peu détectable. Et donc, comme cette silhouette est un peu apparente, les prédateurs peuvent arriver et commencer à dévorer au bout d'un moment. Donc l'idée c'est qu'il faudrait qu'il y ait des moyens de masquer un petit peu les contours pour brouiller un peu la forme. Et donc c'est ce qu'on appelle du camouflage disruptif, puisque ça vient disrupter en fait la forme globale de l'animal. Et là vous en avez un exemple frappant. Alors c'est une illustration, vous avez un serpent à gauche qui est d'une couleur homogène, et vous avez à peu près le même à droite, qui comporte des motifs, donc ça peut être des zigzags, ça peut être des taches, ça peut être des rayures, des zébrures, et qui vient beaucoup mieux se fondre dans l'environnement. Donc en faisant évoluer ces motifs, on permet aux proies de survivre. Et donc, je vous le disais, c'est tout le registre des zébrures, des rayures. On a ça dans les bancs de poissons qui peuvent être rayés chez les zèbres. On a ça chez certains lièvres. Donc on a vu un lièvre tout à l'heure qui était blanc ou ocre, on en a ici avec des taches. On a ici un oiseau, un engoulevent, un ucrous, qui est quand même l'incarnation du motif disruptif, puisqu'on a du mal à le reconnaître, et puis il a fait évoluer tout un ensemble de motifs qui correspondent à son plumage, la surface des ailes, etc., et plumage inférieur. On a ensuite tout ce qui est du registre des taches, des points, etc., qui permettent en particulier de se maquiller dans des environnements de soleil couchant ou soleil levant ou dans du sous-bois. Alors là, je vais passer quand même, parce que le but, c'est pas de faire un documentaire National Geographic. Vous avez ici un gecko qui montre bien aussi le camouflage disruptif. Vous avez ici un cerf, j'aime bien. Le cerf, il est un petit peu dur à trouver dans cette image. J'espère que vous l'avez vu. Ensuite, voilà, vous avez, je passe très vite. Hein. Si vous voulez voir les images, je pourrais vous les envoyer. Un serpent, un oiseau, un tigre, une belle hyène. Vous avez aussi des organismes marins qui viennent se déguiser, avec notamment des crabes et d'autres mollusques en fait, qui font évoluer des taches pour essayer de se maquiller. Et donc, on doit ces découvertes, en fait, ces concepts de camouflage disruptif
a d'une part un artiste, donc c'est celui qu'on voit à droite, Abbott Tailleur, un artiste américain, et anglais, pardon, et un scientifique, donc un zoologue qui s'appelle Edward Poulton, et les deux sont devenus amis très vite, ils se sont rencontrés à des congrès, etc. Et leurs idées, malheureusement, n'ont pas été accueillies très favorablement quand ils les ont proposées. Elles ont été proposées en grande partie par cet artiste que j'ai mentionné, donc Abbott Tailleur, qui dessinait des anges. Donc son petit dada, c'était de peindre des tableaux avec des anges, et d'une part, et d'autre part, il peignait aussi des animaux dont il montrait qu'en modifiant certains aspects de leur revêtement externe, donc par exemple en introduisant des taches fortement contrastées, on pouvait les maquiller dans un environnement. Alors Tailleur, ces idées n'ont pas été très bien acceptées, parce qu'il y avait une manière de dire les choses. C'était un peu compliqué, un petit peu difficile à entendre pour les naturalistes, les biologistes, les zoologistes. Alors, je vais vous lire l'une des citations de Tailleur qui explique que la coloration protectrice, donc là je vous ai montré son tableau avec un pan qui vient se fondre dans un environnement. Donc Tailleur dit, et donc il écrit ça dans un livre majeur, la coloration protectrice a naturellement été considérée comme relevant du domaine des zoologistes, alors qu'il s'agit en réalité d'art pictural, et ne peut être interprété que par des peintres. Ce livre, donc son livre majeur, présente non pas des théories, mais des révélations. Alors évidemment, on comprend pourquoi des biologistes rationalistes se sont dit c'est pas possible, on va tourner en ridicule les idées de Tailleur, qui pourtant y croyait dur comme fer et voulait apporter sa pierre à l'édifice, si on peut dire, en essayant de communiquer ses idées à l'armée anglaise pour qu'elle maquille en fait les navires de guerre, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Et ça s'est pas fait, notamment parce qu'il avait pour pire ennemi le président des USA, Theodore Roosevelt, qui était un grand naturaliste, passionné du monde animal et qui détestait cette manière de s'exprimer et toutes les idées de cet artiste qui n'avait rien à faire là. Et pourtant, il avait raison. Et la personne qui a démontré que l'artiste avait raison, c'est le zoologiste Poulton. Donc l'artiste est mort dans a connu une fin misérable, déprimée, trouble bipolaire, etc. Et ses idées ont été reprises par des scientifiques après sa mort. Notamment, donc là c'est un autre tableau qu'il a peint, et ou plutôt une photo avec un montage en fait. Il était connu pour faire des illustrations de ses théories. Donc là c'est un tableau qu'il a peint où il explique qu'en maquillant d'une certaine manière les navires, on peut arriver à les déguiser dans des environnements un peu tourmentés, comme ceux de la Manche par exemple. Donc là ça a été repris pendant la Deuxième Guerre mondiale par l'armée, par les Alliés. Alors ce qui est tout à fait intéressant, et ça c'est un point majeur quand on réfléchit au concept de camouflage et de mimétisme, c'est que l'idée c'est pas d'annuler la détection, c'est de faire en sorte qu'on ait du mal à bien voir quel est l'objet. Donc par exemple pour ce bateau ou ce bateau-là, on voit bien qu'il y a quelque chose sur l'eau, mais il faut s'imaginer les choses les objets en train de se déplacer. Et là ça devient un peu compliqué. Et quand on sait que pendant cette époque-là, pendant la guerre, on tirait à vue, il n'y avait pas de radar très perfectionné pour viser, etc. On avait des humains, des militaires qui visaient les bâtiments ennemis. Et on comprend comment ce camouflage disruptif appliqué aux bâtiments militaires pouvait perturber en fait les tireurs et donc faire en sorte que l'armée gagne en survie. Et c'est exactement ce qui se passe dans le monde animal. Alors voilà. Alors là, je vais aller très vite sur le domaine des trompe-l'œil, qui vient logiquement après ce que je viens de décrire, avec ces bateaux maquillés. On a donc l'idée du trompe-l'œil, c'est d'évoluer des adaptations qui permettent justement de faire en sorte de camoufler, par exemple, ce qui peut être la tête de l'animal. Et l'idée générale, c'est qu'en camouflant ce qui peut être la tête, le prédateur, en arrivant, s'attaque à la queue, ce qui laisse le temps à la proie de s'échapper. Et c'est pour ça qu'on a tout un ensemble de poissons qui ont des rayures ou des motifs qui font en sorte de ne pas très bien comprendre là où se trouve la tête. On a ça beaucoup chez les papillons avec les ocelles, évidemment. Alors quand on voit ça, c'est une chose, mais quand on voit ça, c'est encore mieux. On voit qu'on a des analogies avec les yeux.
bien que cette hypothèse puisse être contestée, en fait, par l'argument qu'elle pourrait relever d'un anthropomorphisme, anthropocentrisme. Donc là, on a le papillon complet, d'autres papillons. Ici, on a un papillon qui est très intéressant parce qu'il a évolué à l'arrière des ailes qui comportent une fausse tête, avec des fausses antennes. Et il s'amuse à remuer ses ailes, et on a l'impression, quand on est un prédateur, qu'il faut s'attaquer en fait, à l'arrière de l'animal, ce qui laisse toute latitude au papillon de s'enfuir dans la bonne direction. Alors ces motifs, ces trompe-l'œil, ils n'existent pas seulement chez les insectes, ils existent aussi chez les mammifères, avec ici ce qui doit ressembler à une hyène, donc, qui est vue de l'arrière, on a l'impression qu'elle regarde. On a ici une sorte de chouette, un tigre. Alors ce problème des yeux, c'est un problème qui est transversal dans le règne animal, parce qu'on se fait souvent choper parce qu'on a des yeux visibles. Et il y a tout un ensemble de motifs ou de stratégies qui ont évolué, qui permettent aux animaux de maquiller leurs yeux. Alors ici on a un serpent qui va évoluer cette espèce de triangle sur sa droite. On a encore mieux, on a des serpents qui ont évolué des motifs à l'intérieur de l'œil, qui font qu'on ne voit plus bien l'œil. Mais le champion en la matière, c'est une grenouille qui a trouvé le moyen de complètement cacher son œil à l'intérieur de sa tête, puisqu'elle a une cavité oculaire qui lui permet de faire rentrer ses yeux. Donc ça, c'est les trompe-l'œil, j'allais dire trompe-yeux, mais non, trompe-l'œil, c'est un terme invariable. On a aussi les leurres, donc là je passerai très vite avec la vipère à queue d'araignée. Donc le leurre, c'est un moyen pour l'animal d'attirer l'attention sur une partie de son corps, de manière à attirer en fait une proie ou dissuader de l'attaquer. Donc ici on a une vipère à queue d'araignée, on a une tortue alligator avec une sorte de ver de terre qui a poussé sur la langue. En fait c'est la langue. On a des magnifiques méduses qui vont émettre tout un ensemble de signaux colorés pour attirer leur proie. On a évidemment la fameuse baudroie qui a inspiré Nemo et qui a cette espèce, donc c'est un poisson qui vit dans les abysses et qui présente la particularité d'avoir un leurre. Et ce leurre, c'est un prolongement dont l'extrémité est remplie de bactéries. Donc c'est un exemple de symbiose, et ces bactéries peuvent s'éclairer soudainement et donc attirer des prédateurs. Et quand le prédateur arrive, évidemment, il ne peut que découvrir l'ampleur du désastre avec toutes ses dents qui finissent par l'attraper. On a ici une araignée de la famille des Cyclosa qui fabrique des petits tas avec des téguments, avec des petits objets qu'elle trouve à droite et à gauche, pour faire croire qu'il y a plusieurs araignées sur la toile. Mais le meilleur exemple que j'ai, et qui m'intrigue toujours et me fascine, c'est celui d'une araignée, et là on touche quand même à un problème philosophique d'après moi, une araignée qui est capable de fabriquer un double d'elle-même. Donc c'est toujours une araignée de la famille des Cyclosa, mais la nature l'a dotée de cette faculté de fabriquer un double. Alors comment ça peut marcher cette histoire? Est-ce que l'araignée sait à quoi elle ressemble? Ça peut être une hypothèse. Ou est-ce que tous les ancêtres de l'araignée qui ne ressemblaient pas à des doubles sont morts? Ça en peut être une autre. Ou est-ce que tous les ancêtres des araignées qui se sont mis à fabriquer des doubles d'abord imparfaits, par des accidents évolutifs qui ont été sélectionnés, ont fini par avoir un gain sélectif et se sont mis à se reproduire? C'est une troisième hypothèse qui est la plus avancée actuellement. Mais ça pose quand même un problème de perception, ça nous laisse quand même perplexes. On a l'impression qu'on est aux confins de la théorie darwinienne de l'évolution avec ça. Alors voilà la troisième vignette. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les autres pour essayer de passer à une partie peut-être un peu plus philosophique. Donc là, je vais aller vite. L'idée, c'est que, évidemment, les animaux, les proies potentielles, se servent de ces techniques de camouflage et de mimèse pour se protéger. Et on a ici tout un ensemble d'animaux qui se sont mis à ressembler soit à des objets du décor minéral qui pouvait les entourer, ou du décor organique, branches, feuilles, etc. On verra plus tard qu'il y a aussi des animaux qui usurpent l'identité d'autres animaux. Mais je vais passer vite. Alors toutes ces questions, c'est des questions de sciences naturelles, elles ont été bien investiguées par l'un des personnages, l'une des personnalités notoires du domaine, Alfred Russel Wallace, qui écrivait dès 1891, donc on est à peu près au même moment que Darwin, en fait, un peu plus tard. Ce qui nous frappe tout d'abord dans notre examen des couleurs des animaux considérés dans leur ensemble, c'est le rapport intime qui existe entre ces couleurs et leur entourage général, servant à dissimuler les espèces herbivores à leurs ennemis.
Donc Wallace se posait une question et essayait toute sa vie d'y répondre, en fait, et en essayant d'élaborer tout un ensemble de théories qui permettaient d'expliquer comment on pouvait en arriver là, avec par exemple le phalène, qui est l'un des exemples les plus connus, et le premier exemple de démonstration de la sélection naturelle. Alors pas celui que je vais vous faire après, mais le premier exemple qui s'est inspiré, en fait, enfin qui était lié au mélanisme industriel. Donc c'est l'exemple des phalènes du bouleau, vous connaissez sans doute. Les phalènes du bouleau ont deux variants, soit un variant clair, soit un variant foncé. Le variant clair, c'est le variant ancestral, qui était sur les bouleaux quand ils étaient tout blancs. L'ère industrielle arrive, on a des usines à charbon qui s'installent, on a des suies qui commencent à recouvrir les bouleaux deviennent noirs, et en une génération, les phalènes, ces papillons de nuit, deviennent noirs. Et donc ils adoptent une forme qu'on appelle carbonaria. Et donc lorsque la pollution est réversée, on revient à des ratios entre forme blanche et forme noire qui redeviennent favorables à la forme blanche. Alors, je ne vais pas prendre tous les exemples d'animaux, il y en a énormément qui sont mis à ressembler, comme j'ai dit, à des branches, feuilles, algues, pierres. Donc là, l'idée, c'est de ressembler à un objet qui ne va pas intéresser le prédateur. Un prédateur bien constitué ne va pas s'attaquer à une branche ou à une feuille. Donc on a ici mon préféré, le gecko satanique à queue de feuille, qui est absolument magnifique, voilà, qui a évolué quand même un déguisement tout à fait remarquable. Ici, un autre papillon. Alors juste, j'avais un commentaire par rapport au papillon que je vous ai montré ici. Il ne suffit pas d'être déguisé, il faut encore savoir comment on s'oriente. Et ça, c'est un point important. Et vous prenez le même papillon, vous l'orientez différemment, il est encore plus visible qu'un papillon qui n'est pas déguisé, parce qu'il a ses rayures qui viennent à l'encontre de l'orientation des écorces de l'arbre, enfin, des motifs sur l'écorce de l'arbre. Donc c'est important de travailler la forme, la couleur, mais il faut aussi avoir du comportement qui va avec. Donc ça, c'est quand même important à décrire. Donc tout ça, je vais passer, il y a énormément d'exemples. Celui-là, j'aime bien aussi, des serpents qui ressemblent à des branches. Là, c'est un papillon. Là, vous avez une cicadelle qui se ressemble à une feuille, une araignée, un papillon de nuit, une chouette, un lézard royal, une menthe religieuse, qui sont spécialistes. Là, des oiseaux qui se mettent à ressembler aussi à une sorte de sol avec des petites pousses. Un poisson pêcheur des sargasses, scorpion de mer, un crabe zèbre. Et parfois, vous en conviendrez, c'est un peu difficile de savoir où se trouve l'animal quand même. Enfin, moi, j'ai eu du mal en tout cas. Donc heureusement que je ne suis pas un prédateur. Les hippocampes feuillus, ici un autre hippocampe qui a quand même bien réussi son stratagème, ce qui ressemble à du corail, un poisson-pierre, un requin-tapis, et on a aussi des plantes, les plantes cailloux qu'on peut acheter dans des enseignes, et donc ces plantes cailloux vont ressembler à des cailloux, donc c'est la famille des lithops. Alors on a tout un ensemble d'organismes aussi qui vont ressembler à des déjections, parce qu'une déjection ça ne va pas intéresser un prédateur, donc c'est des animaux qui ressemblent à des petites crottes, et ça marche plutôt bien en fait. Donc là on va passer vite. Et d'autres animaux qui vont ressembler à des choses qui ressemblent à rien, ce qui fait que le prédateur se dit qu'est-ce que c'est que ça, et ne va pas attaquer. Alors là j'ai fini pour cette vignette, je vous avais dit que j'irais plus vite. Comme ça on pourra voir d'autres exemples. Mimétisme défensif. Donc là l'idée c'est de savoir comment on se protège. Alors pareil, je vais aller vite. Mais c'est peut-être le moment où je ferai ma démonstration, à moins que je la réserve pour la fin. Ouais, je vais aller vite. Alors, là, l'idée, dans le mimétisme défensif, c'est que... Je me dépêche. C'est que des animaux se mettent à ressembler à d'autres animaux qui sont toxiques, par exemple, ou dangereux. Et donc, en ressemblant à ces animaux, ils échappent à la mort, en fait. Donc, c'est le cas des cirques qui vont ressembler à des guêpes, une grenouille qui annonce la couleur, mais qui, en fait, peut avoir des analogues qui ne sont pas toxiques. On a ici un saurien qui dit qu'il est toxique. Et là, on a... Donc ça, ce sont des signaux aposématiques. Ce sont les fameux signaux, le drapeau rouge. L'exemple le plus connu, en fait, d'usurpation de toxicité, c'est le papillon vice-roi qui se fait passer pour un papillon monarque alors qu'il n'est pas du tout toxique, à la différence du papillon monarque. On a chez des chenilles la même chose, signaux aposématiques, comme on a dit. Et l'exemple que je voulais prendre, c'était l'exemple du serpent roi écarlate, ou serpent faux corail, qu'on trouve en Arizona, sud-est
sud-est et sud-ouest des USA, et qui a une sorte de... Donc ce serpent, c'est la copie, c'est le mime, qui mime quoi? Qui mime un serpent très très toxique, qui est le serpent roi écarlate. Alors on a... non, ça c'est le serpent corail, et là c'est le serpent roi écarlate. Voilà. Et alors, l'un comme l'autre, comme vous pouvez le voir, sont dotés d'anneaux rouges, jaunes et noirs. Donc dans ces signaux qui vont alerter sur la toxicité ou la dangerosité, on a souvent les mêmes jeux de couleurs. C'est des couleurs très vives avec du contraste, etc. Et on a des agencements très particuliers. Alors là, on peut se poser la question de savoir si ce qui fait au fond, là je vais aller droit au but parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, est-ce qu'on a une sorte de décision ou de volonté de mimer de la part de l'organisme qui copie? Est-ce qu'on a une conscience d'être copie lorsqu'on a évolué une apparence qui va être un peu différente? Ce sont le type de questions que sont posées les évolutionnistes, avec finalement, dans un premier temps, peu de réponses. Ils ont essayé d'appliquer le canevas darwinien, et ce que ça peut donner, alors voilà, là j'ai mon expérience, je ne vais peut-être pas la faire tout de suite, mais je vous la réserve pour la toute fin, je vous le promets. C'est une expérience qui s'appelle M&M's versus Skitties. C'est tout un programme, et ça peut même être un jeu concours, puisque j'ai ramené plein de paquets d'M&M's et de Skitties que je pourrais vous laisser. Ce qu'il ne faut pas faire pour que les gens restent jusqu'au bout. Alors, l'exemple que j'ai détaillé avec le serpent, il me permet d'illustrer le mécanisme d'apparition du mimétisme. En fait, l'hypothèse actuelle, le paradigme, c'est de partir du principe en fait, qu'on a au début des motifs qui sont communs chez certaines espèces de serpents qui ne sont pas toxiques. Ces motifs-là, ils sont marrons. On a un accident, une convergence évolutive, une mutation aléatoire qui peut se produire, soit unique, soit plusieurs mutations, et qui font que les taches à la surface du serpent ancestral vont changer de couleur. On passe du marron au rouge. Alors comme les prédateurs savent que le serpent, celui-là, est toxique, quand ils voient du rouge, ils se disent « je ne vais pas attaquer, sinon je vais mal finir, parce que si je le mange, je vais mourir ». Du coup, ils évitent les serpents qui ont pu évoluer la couleur rouge au niveau de leur motif. Et alors finalement, comme l'évolution est très lente, elle se déploie sur des milliers d'années, on a d'autres mutations qui viennent améliorer un petit peu le skin, c'est le cas de le dire, du serpent, qui va être de plus en plus ressemblant au serpent toxique, non pas parce qu'il y aurait une volonté, une sorte de conatus en fait, spinozien, spinoziste, avec cette volonté de persévérer dans son être. C'est pas ça l'idée, c'est que sont favorisés en termes de survie les serpents qui sont rouges et qui ont des motifs qui ressemblent de plus en plus aux serpents corail. Ce qui fait que ceux qui ressemblent moins se reproduisent moins parce qu'ils se font plus manger. C'est aussi simple que ça. Alors voilà un petit peu le canevas et je voulais vous le démontrer, mais c'est pas perdu si je me dépêche, avec une expérience. Alors ici, je vais juste vous demander qui sait ce que c'est que cet organisme. Une blob? Non, pas un blob. Alors je vous donne un indice de plus. C'est le même, à un stade de développement un peu plus tardif. Un paquet de Skitties à gagner. Alors j'avance, encore un indice. C'est un animal qui copie un autre animal, évidemment. Alors, encore un indice. Ça ressemble à quoi, là? À un poussin, mais oui, un oiseau. C'est une espèce d'oiseau dont les petits ressemblent à des chenilles. Je vous avoue que je n'ai pas trouvé. J'ai mis un bon bout de temps pour le trouver, celui-là. Et voilà, vous avez l'oiseau complet, adulte, et vous avez les chenilles. Alors là, je vais juste quand même vous montrer un lézard qui est vraiment extraordinaire. Un lézard du Kalahari qui... parce que je trouve qu'il incarne bien le mimétisme, mais dans l'autre sens. Parce que souvent, on a des espèces qui sont à la base de l'arbre du vivant, qui se mettent à ressembler à des espèces qui sont plus simples, enfin plus compliquées, ou de même niveau. Et là, on a un lézard qui va ressembler à un arthropode. Vous avez ici le lézard, et vous avez des blattes. Et le lézard ressemble à la blatte, parce que la blatte a un goût infâme. Et les prédateurs détestent manger les blattes. Ce qui fait que le lézard a évolué tout un skin pour ressembler à la blatte.
Et ça marche très bien. Là, vous avez une blatte qui jette de l'acide formique sur un blaireau, je crois, ou je ne sais pas ce que c'est comme animal. Voilà, donc tout un ensemble de choses. Alors là, juste une curiosité quand même, c'est qu'on a des chenilles, donc c'est la chenille du début, qui évolue des yeux qui font ressembler la chenille à un serpent, sauf que, parce que tout est dans le mais, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, chère Françoise, sauf que ces chenilles sont présentes dans des territoires où il n'y a pas de serpent. Mystère. Comment c'est possible qu'une chenille évolue des yeux qui fassent peur à des prédateurs, qui s'imaginent donc avoir affaire à un serpent, sur des territoires où il n'y a pas de serpent? Peut-être que les choses se sont jouées des milliers d'années auparavant, ou c'est peut-être une peur ancestrale, innée du serpent. Voilà, donc là, on va passer. Le mimétisme est imparfait. Ça, c'est une chenille, hein, c'est pas un alien, c'est encore une chenille. Là, vous avez toujours des chenilles. Là, vous avez une araignée sauteuse. Et vous avez un papillon qui a les mêmes pattes que l'araignée sauteuse. Et là, vous avez une luciole qui ressemble à une blatte, ou plutôt une blatte qui ressemble à une luciole. Et là, vous avez une plante qui ressemble à un ortie pour ne pas se faire dévorer. Donc, je passe, j'avance, et je me donne 5 minutes pour faire ça. Mimétisme offensif. Donc, mimétisme offensif, c'est qu'on se fait passer pour autre chose pour manger, pour attaquer. Donc là, menthe religieuse se fait passer pour une fleur. Elle approche sous ses 12 airs de petites fleurs pour aller manger d'autres insectes. On a tout un ensemble d'araignées qui se sont mis à prendre l'apparence de fourmis. Encore une fois, parce que les fourmis ont un goût infâme et que parce qu'elles sont si peu bonnes à manger, c'est très bien au plan évolutif de leur ressembler parce qu'on ne va pas se faire attaquer. Et la ressemblance est tout à fait frappante. Sauf que, comme vous le savez, une araignée, ça a 8 pattes. Une fourmi, ça a 6 pattes. Parce que c'est un insecte. Et bien, tout le génie de la sélection naturelle, pour le coup j'allais dire de l'araignée, mais non, de la sélection naturelle, c'est que l'araignée va avoir ses pattes qui vont ressembler aux antennes de la fourmi, et la ressemblance va être telle que, si je retrouve mon petit film, en fait, l'araignée ressemble à la fourmi, mais se déplace également comme elle, en faisant semblant de bouger ses pattes de devant pour faire semblant d'avoir des antennes, en fait. Donc c'est quand même très perturbant de voir à quel point l'évolution a pu travailler le système de manière... Là, vous avez une araignée à droite et qui ressemble à s'y méprendre à une fourmi. Je passe. Mais l'exemple le plus terrifiant, le plus incroyable, c'est celui d'un coléoptère, la famille des Staphylinidae, qui a évolué un termite en lieu et place de son abdomen. Donc vous avez un coléoptère, donc même famille que les papillons, qui a évolué un termite sur son dos pour pouvoir se faufiler dans des termitières pour aller se nourrir et profiter du room service. Et voilà, donc je ne vais pas développer, mais c'est quand même assez extraordinaire. Bon, ici j'avais encore un exemple à vous montrer. Ah oui, là que j'adore, si vous me laissez une minute, c'est une réduve, une sorte de punaise, qui joue à la guitare, ou à la lyre, ou à ce qu'on voudra, un instrument à cordes, sur une toile d'araignée. L'araignée sent qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Elle se rapproche. Elle hésite quand même. Elle y va pas tout de suite. Mais au bout d'un moment, la réduve trouve la bonne tonalité. C'est un travail. Elle ne trouve pas tout de suite. Et à ce moment-là, l'araignée est de plus en plus convaincue. Elle descend voir ce qui se passe et boum, elle se prend le rostre de la réduve dans le visage et elle meurt. Donc c'est une forme de mimétisme quand même assez travaillée. Ici un autre exemple, une famille de blattes qui se met à émettre des signaux comme des lucioles. Et, non, c'est 2 espèces de lucioles. La luciole femelle émet des signaux qui attirent les mâles d'une autre espèce. Quand le mâle arrive, il se fait manger. Je passe. Les champions... alors là, je vais juste faire une parenthèse, j'ai pas le temps de développer. Les coucous. Qui n'a pas entendu parler des coucous qui vont déposer leurs œufs dans le nid d'une espèce qui se fait parasiter? Et il y a 2 barrières à franchir quand on a un coucou. Il faut réussir à tromper l'espèce parasite, enfin qui se fait parasiter, parce que c'est pas simple, donc il faut attendre à quel moment l'oiseau hôte va quitter le nid. Et parfois, on a des vidéos qui sont spectaculaires. En moins de 10 secondes,
un coucou femelle, une coucou femelle, arrive à déposer un œuf, à remplacer un œuf, parce qu'il faut qu'il y ait le même nombre. Donc elle remplace un œuf dans un nid qui comporte plusieurs œufs par son œuf. Donc ça, c'est une barrière. Deuxième barrière, c'est qu'il faut que l'œuf soit ressemblant à l'œuf de l'espèce qui est parasitée. Donc ça, c'est ce que vous montre la diapo sur la droite. Il faut aussi que quand les œufs arrivent à éclosion, que la maman hôte ne se débarrasse pas de l'oisillon en disant « mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ?» Donc il y a tout un ensemble de comportements, etc. Mais le comportement qui est le plus employé par les coucous, c'est que quand le coucou éclot, il éclot un tout petit peu avant les œufs de l'espèce parasitée et il va les jeter par-dessus bord. J'avais un petit film pour vous le montrer. Et donc il se débarrasse par la négative, par la verticale, c'est le cas de le dire, des œufs concurrents. Alors, voilà, ça je ne vais pas vous le montrer. Ici, juste évoquer quand même le cas d'un oiseau qui, lui, lorsque l'espèce parasitée refuse de s'occuper de son oisillon, tue toute la couvée. Donc c'est le Molothrus à terre. Il vit aux USA. Et voilà. Et là, je vais juste finir cet exemple par un coucou qui émet un son. En fait, c'est pas le coucou qui émet le son. Je vais vous dire ce qu'il faut entendre. L'espèce parasitée, qui est le mérion superbe, un oiseau bleu magnifique, a trouvé un stratagème pour que les coucous arrêtent de lui pourrir la vie. C'est que pendant que le coucou n'a pas encore mis son œuf dans le nid, la mère mérion superbe va apprendre une chanson aux oisillons qui sont encore dans les œufs. Elle va leur apprendre un chant que je vais vous faire écouter. Et ce chant va servir de mot de passe. Parce que le coucou va apporter son œuf un peu plus tard et n'aura pas entendu le mot de passe. Il viendra trop tard. Ce qui fait que quand les œufs arrivent à éclosion, les oisillons du mérion superbe chantent comme ce qu'ils ont entendu lorsqu'ils étaient dans l'œuf, alors que le petit oisillon du coucou, lui, ne connaît pas la chanson, et donc se fait éjecter. Alors, la chanson, c'est ça. Bon, j'ai raté un petit peu mon coup parce que c'était trop fort au passage, mais vous avez entendu le premier. Voilà, mot de passe. Voilà, ça j'ai terminé. J'ai mis que 4 minutes à parler de ça. Je suis trop content. Et si vous êtes toujours vivant, je termine sur les autres du prix très rapidement. Je fais que passer mon diaporama avec cette idée qu'il y a des animaux qui deviennent très plats pour se cacher, d'autres qui vont embrasser la même couleur que les fonds, vont cacher leurs yeux ou pas, d'autres qui vont se camoufler comme des vrais militaires de manière active. Vous avez ici des crabes, vous avez ici une championne en la matière qui est une espèce en fait de petit, un insecte qui va se camoufler en se déguisant avec d'autres fourmis qu'elle a tuées, et donc elle va se recouvrir son corps de fourmis et donc en prendre le parfum, l'odeur, les phéromones pour aller attaquer les fourmilières. Vous avez ici la mascarade, les animaux qui vont bouger la tête au même rythme que les plantes, que les feuilles, etc. Vous avez ici qu'est-ce que je voulais vous dire avec celui-là? Oui, ça c'est encore un petit film, et là je vais vraiment le faire vite. C'est un oiseau qui pratique la feinte de l'aile cassée. Est-ce que vous connaissez? Donc c'est une forme de mascarade. L'oiseau qui repère une menace potentielle proche de ses œufs va détaler et faire semblant de bouger son aile en faisant croire au prédateur que l'aile est cassée, ce qui fait que le prédateur va s'intéresser plutôt à l'oiseau qu'aux œufs. Et évidemment, c'est une feinte parce que dès que le prédateur va s'approcher de l'oiseau qui fait semblant d'avoir l'aile cassée, cet oiseau qui n'a pas du tout l'aile cassée va s'envoler tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est
la feinte de l'aile cassée. Alors tout un tas de reptiles qui arrivent à se cacher sur des troncs qu'on n'arrive même pas à deviner, se transforment en mousse, se transforment en lichen, en tout ce qu'on voudra. Ici quand même, parce que là on touche aussi aux confins de la sélection naturelle et un petit peu du coup à la philosophie, l'immobilité tonique ou la thanatose, qu'on appelle aussi la catalepsie. Ce sont des animaux qui, lorsqu'ils se sentent en danger, vont faire semblant d'être morts. Alors pourquoi ? Est-ce que ces animaux ont une conscience de leur propre disparition et donc de leur propre finitude ? J'en doute. Quoique. Et donc on a ça chez des oiseaux, on a ça chez les punaises, chez les araignées. On a un champion qui est l'opossum, que vous connaissez peut-être, qui se trouve beaucoup en Australie, qui fait semblant qui fait le mort quand on le touche. Et là je vais avancer. Je trouve qu'il fait très bien le mort quand même. Là, il fait langue pendante, yeux globuleux, etc. Puis dès que la personne a le dos tourné, eh ben, on le voit filer, parce qu'en fait, il va très bien. Voilà. Ici, il se lève doucement et il se dit « je vais y aller ». On a ça chez des reptiles, mais ça, c'est un vrai problème évolutif. Comment se fait-il que ces organismes arrivent à mimer, donc il y a une sorte de transmissibilité des caractères acquis, en fait, autour d'un phénotype qui est celui de « je suis mort ». Donc ça, c'est tout à fait incroyable. Et on a vraiment tout un ensemble de têtes vraiment bizarres à l'envers, langue pendante, un petit batracien qui fait le mort. Et moi, ça m'a rappelé quand même la société du spectacle de Debord. J'avais promis d'en parler avec cette idée que ce que l'on montre, c'est ce qui a un intérêt à montrer. Donc c'est une sorte de mise en scène généralisée, j'ai pas le temps de développer sur ce que dit Debord. Juste terminer sur le bluff et l'intimidation. Les mentes religieuses qui font semblant d'être des athlètes. On a ici, bon ça je ne vais pas vous le montrer, c'est un papillon qui fait tout un manège et puis il fait avec son aile. Et en fait il a 2 taches rouges en dessous. Voilà, des poissons. Ah ici quand même, ça je vais vous le montrer, il est marrant. C'est un mimétisme qui est particulier, c'est le mimétisme du vent. Et c'est tout à fait poétique. Ce sont des sortes de poissons qui vivent donc au fond des mers et qui font semblant d'être portés par des courants marins et donc qui ressemblent à des feuilles, c'est un mimétisme du vent. Ici on a une sorte de menthe religieuse qui se déplace en faisant comme ça, je ne sais pas si vous connaissez ces organismes. Alors ce que j'ai décrit, toujours on peut trouver des exemples chez les plantes aussi, avec ici tout un ensemble d'orchidées, dont l'orchidée à tête de singe tout en haut. Alors c'est très anthropocentré ce que je raconte. Bon là j'ai pas le temps de vous montrer ces vidéos, sont si juste peut-être ça, mais juste 10 secondes. C'est ici une orchidée qui se met à ressembler à une sorte d'abeille. L'abeille arrive et vient copuler avec l'orchidée, ce qui lui permet de disperser son pollen. Pareil ici avec une sorte de bourdon qui se méprend parce que la fleur de l'orchidée a évolué des poils qui ressemblent en fait à une petite abeille, et donc l'abeille vient copuler avec cette poupée végétale. Voilà. Est-ce que j'en ai terminé ? Mimétisme acoustique. Et puis on a fini. Juste. Là j'ai un quiz. Qui peut me dire ce que c'est que ça ? À votre avis ? Vous diriez quoi comme animal ? Un insecte ? Un serpent ? Oui, un serpent. Et non, c'est pas un serpent, c'est ça en fait. C'est une chouette qui imite le cri du serpent, mimétisme acoustique. Ici, un autre exemple. Bon, là, je vous le fais vite, c'est une blatte qui a des soufflets sous ses ailes, sous ses élytres, et qui se met en fait à imiter aussi le bruit du serpent. Les serpents sont quand même très mal vus. Les snakes sont très mal vus dans le règne animal. Ici, la chauve-souris, qui, comme vous le savez, détecte ses proies avec des ultrasons, qui lui permettent de localiser les papillons de nuit dont elle raffole, par exemple. Sauf que les papillons de nuit et d'autres insectes ont évolué des défenses en émettant eux-mêmes des ultrasons qui perturbent les sonars des chauves-souris, et c'est ce qu'on peut voir ici, où on a un papillon de nuit qui se fait approcher par une chauve-souris, c'est ce qu'on voit en haut, et à un moment donné va émettre
des cliquetis qui font que la chauve-souris ne sait plus exactement où se trouve le papillon de nuit. Donc ça, c'est une forme... Là, vous avez les têtes de papillons de nuit, dont un qu'on appelle le papillon tigre. Vous comprenez pourquoi. J'ai fini, il manque plus que la conclusion, et après on pourra tous profiter des animaux empaillés du muséum ou de sortir. Alors, je vais terminer par des ouvertures. L'idée, c'est que ce que je viens de vous présenter, et ça me tenait à cœur, c'est parce que ça illustre bien la diversité et l'universalité, quelque part, des types de mimétisme qu'on va rencontrer en fait dans le règne animal, en sachant que je vous ai montré que la face émergée d'un énorme iceberg. On a du mimétisme olfactif, chimique, etc. Et donc, et tout ça, ça repose sur les sens, vision, ouïe, olfaction, toucher et goût, en sachant que certains animaux ont développé des sens que nous n'avons pas. Et donc, ça ne s'arrête pas là. On a du mimétisme moléculaire, avec par exemple des virus qui fabriquent des molécules qui vont ressembler aux protéines, notamment, qui sont fabriquées par les cellules de l'hôte. Et c'est l'une des raisons majeures à l'origine, par exemple, du sida, de l'épidémie de VIH, puisque c'était un piratage moléculaire qui a été à l'œuvre. Alors j'ai prononcé ce terme de piratage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des analogies en fait avec le piratage. Comme vous le savez, un pirate, quand il va attaquer, il veut s'en prendre à un système. Comme vous avez un cybercriminel qui veut s'en prendre à un système, il a tout le temps de le faire. Il est chez lui, derrière son bureau, avec sa petite canette, et puis il a tout son temps, et puis il peut recommencer plein de fois. Sauf que quand le système se fait attaquer, la proie, le système est corrompu et s'effondre. Et ce que je viens de décrire dans le cas du piratage informatique, c'est encore pire dans la nature, parce que si vous êtes une proie, si vous êtes un prédateur, vous avez tout le temps, si vous ratez une proie, vous allez recommencer. Vous êtes un lion, vous ratez une gazelle, vous allez courir un peu plus tard, c'est pas grave. Mais si vous êtes une gazelle, si vous êtes l'un des animaux proies que je vous ai montré depuis tout à l'heure, vous n'avez pas le droit à l'erreur, parce que si vous ratez, vous perdez la vie. C'est le principe du life diner. Vous vous faites manger si vous échouez. Ça change les choses. Ce que je voulais aussi donc évoquer sont des angles morts de cette réflexion, avec en particulier deux questions qui ne sont pas tout à fait clairement solutionnées aujourd'hui. C'est comment les changements génétiques sont-ils mis en œuvre, en fait. C'est-à-dire que vous avez des animaux qui sont dans un environnement donné, et il y a une perception de l'environnement, et vous avez une traduction ensuite au niveau des molécules, des cellules, des tissus, des organes. Comment cela se met-il en œuvre pour arriver à des phénotypes aussi compliqués que ceux qu'on a vus? On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une créativité dans la nature dont les mécanismes sous-jacents ne sont pas compris. Deuxième point, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de volonté de mimer, il n'y a pas de conscience d'être une copie en réalité. C'est un processus de sélection naturelle. Ceci dit, ça interroge quand même sur les différents types de frontières qu'ont bien exploré les philosophes, les frontières du soi, du non-soi, du sujet, de l'objet, la mêmeté et l'ipséité. Donc l'ipséité, c'est la conscience d'être soi-même comme individu singulier, alors que l'idem, c'est de se savoir comme un membre de l'espèce soi. Alors là, je vais vous présenter un cas, moi, qui m'a beaucoup perturbé. Je vais vous laisser sur un cauchemar. Vous avez ici un crabe japonais. Est-ce que, comme moi, vous voyez quand même que la carapace ressemble à un visage humain, à un masque? Vous le voyez? Je ne suis pas le seul. Alors, ce qui se passe, c'est que ça ressemble à des marionnettes qui ont été utilisées dans un théâtre traditionnel japonais, le théâtre Bunraku. Et c'est tout à fait curieux, il y a eu des analyses morphométriques. La carapace de ces crabes ressemble étrangement, et donc ce sont des crabes qu'on trouve au Japon, qu'on ne va pas retrouver en Indonésie, qu'on ne va pas retrouver en France. Des crabes japonais ressemblent aux masques utilisés dans le théâtre de figurines traditionnel japonais. Et comment cela se fait-il? Et en fait, certains auteurs ont proposé que ce n'était pas une coïncidence, qu'il s'agirait d'une sélection par des générations de marins japonais qui, lorsqu'ils rencontraient des crabes dont la carapace ressemblait à des visages humains, les rejetaient à l'eau pour éviter les représailles par des esprits malins. Et pourquoi? Parce que on aurait une ressemblance sélectionnée du fait que cette superstition daterait d'un événement historique, donc un fait qui avait réellement eu lieu.
en 1185, on a un clan, le clan Aike, qui a été massacré par un clan rival, Miyamoto, lors d'une bataille qui est toujours connue au Japon, la bataille navale de Dan no Ura, une bataille décisive qui a marqué la victoire des Miyamoto sur un autre clan et la fin d'une longue guerre. Et toute une faction de samouraïs a été exterminée et engloutie par les eaux. Et c'est pourquoi les marins, quand ils croisaient ces crabes, lorsque certains d'entre eux avaient une carapace qui ressemblait plus ou moins à un visage, les jetaient. Et donc, c'est peut-être une superstition qui a causé une sélection naturelle. Donc ça, c'est un cas unique qui laisse quand même assez perplexe. Alors, le sujet du mimétisme, il est transdisciplinaire. On l'a bien vu, zoologie, biologie évolutive, etc. Il peut même convoquer les humanités à condition de sortir de l'anthropocentrisme, anthropomorphisme. Et quand on va du côté des humanités, là c'était une bouteille que je jette à la mer, parce que j'ai trouvé très peu d'écrits ou de philosophes qui ont réellement pensé le mimétisme animal. On a des philosophes qui l'ont observé, comme tout un chacun, et c'est très vieux, hein, depuis Platon, ça a été ensuite développé par Aristote qui parlait de mimésis. Mais le sens donné à cette mimésis, la référence qu'on en a faite était plutôt appliquée au domaine des arts et de la littérature, en disant qu'il y avait une sorte de représentation de la réalité par le biais des arts et de la littérature, et que c'était une forme d'imitation avec des variations. Mais ce sens-là, c'est pas le sens qu'on trouve dans ce que je vous ai décrit depuis tout à l'heure avec le monde animal. Alors cette mimésis, elle a été développée, comme je l'ai dit, Platon, Aristote, plus récemment par des auteurs contemporains, pas modernes, Auerbach, Barthes, Paul Ricoeur, qui ont développé des concepts autour de cette mimésis. Mais je voudrais terminer par un aspect, moi, qui me tient à cœur, c'est plutôt une analyse freudienne, en fait, avec cette idée qu'on peut élaborer sur la manière dont le vivant met à l'œuvre la meilleure manière de contrôler les individus. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se joue, en fait, sur l'idée que ce qui contrôle les individus, peu importe l'espèce, c'est quand même des pulsions. La faim, la peur, la reproduction. Ce que Freud appelait le ça. Et tout le jeu du surmoi, ce que Freud appelait le surmoi, c'est de contrôler et de réguler en fait ce torrent pulsionnel, cet endocrinement positif qu'on retrouve dans cette lecture un peu psychanalytique, par le surmoi, qui lui est l'endoctrinement un peu négatif, c'est le champ de la religion, du pouvoir, etc. Alors cette idée, c'est que ce que nous enseigne le camouflage et le mimétisme, au fond, et c'est une question que je pose, c'est que le principe de l'action, qu'on soit un prédateur ou qu'on soit un humain qui se pense libre ou un saumon, c'est que le principe de l'action, il peut être influencé en s'adressant non pas à la raison, mais aux pulsions et aux représentations inconscientes, et ça, c'est ce qu'ont bien compris et étudié des penseurs tels que Gustave Le Bon, Psychologie des foules, Edward Bernays, qui est influencé par Freud d'ailleurs, et qui cherchait à comprendre les mobiles cachés, et il a théorisé les premières campagnes qui assuraient la promotion de la cigarette auprès des femmes, comme étant les torches de la liberté. Les femmes qui fumaient accédaient en fait à une sorte de phallus symbolique, etc. Edward Bernays a commandé des campagnes de publicité sur vendre du bacon en commandant une étude sur les petits déjeuners, etc. Il a fait des campagnes pour engager les Américains aux côtés des Alliés en 1917, et on lui doit cette affiche où on voit Uncle Sam dire « We want you ». Et donc c'est lui tout ça. Et plus récemment, on a des philosophes ou des penseurs comme Michel Clouscar qui a bien expliqué tous ces systèmes de manipulation de l'opinion par la manipulation des désirs à des fins de consommation, de pure consommation, dans un registre néolibéral, évidemment. Et on peut aussi considérer les choses sous un versant plus positif, avec toutes les activités de contre-manipulation intellectuelle que l'on peut ranger sous la dénomination de hacking social ou de résistance non violente. Et nous sommes à Marseille, je voudrais rendre ici hommage à toutes celles et ceux qui contournent et exploitent le potentiel de soumission à l'autorité à des fins vertueuses, évidemment, et qui sont des grains de sable dans la machine à broyer des institutions, des médias, etc. Et comme le dit Leonard Cohen, jouez avec vos armes, et on a vu depuis tout à l'heure
qu'on avait des courses aux armements entre des proies et des prédateurs. Jouez avec vos armes, oubliez la perfection, le mimétisme et le camouflage ne seront jamais parfaits. Jouez avec vos armes, dis-je. Oubliez la perfection, il y a une fissure en chaque chose, c'est ainsi que la lumière peut rentrer. Merci. Et je réserve ma démonstration Skittles et M&M's à une prochaine fois. Voilà. Bon, je peux vous la faire. Alors j'en ai pour 10 secondes. C'est pas très long. Si vous voulez, je vous la fais. J'ai tout l'équipement et vous pourrez repartir avec des petits cadeaux de la maison comme ça. Vous avez été généreux de votre temps et de votre attention. Je vais vous faire la petite démonstration. Les plus jeunes d'entre vous se souviennent de Garcimore. Alors, vu qu'on est chez les bonimenteurs, on va en profiter pour faire la même chose. J'ai ici, je vais parler très fort, j'ai ici des Skittles, comme vous le savez, des Skittles qui existent en différentes couleurs, orange, vert, jaune, marron et rouge. Et j'ai des M&M's. Et les M&M's existent en orange, comme les Skittles, en jaune, comme les Skittles, en vert, comme les Skittles, en marron, comme les Skittles, et en rouge. C'est pas la même marque qui les fabrique. Alors, l'idée, c'est que vous avez... Ah, j'ai oublié le bleu ici, vous avez un bleu aussi là. Vous avez une forme ancestrale d'un organisme qui a une couleur qui va être marron, qui est en fait un M&M's. Ce M&M, c'est parfaitement comestible, vous êtes d'accord? Cette couleur marron, je vous l'ai montré avec le serpent roi tout à l'heure qui se m'a ressemblé au serpent écarlate, cette couleur marron peut évoluer par le jeu d'un accident évolutif vers une couleur bleue. Donc vous avez des M&M's qui peuvent être bleus, orange, vert, jaune ou rouge. Et vous avez dans le même écosystème des Skittles qui ont les mêmes couleurs, orange, vert, jaune, marron et rouge. Et là, on introduit un twist. Le twist, c'est que je suis un prédateur qui veut manger des M&M's. J'adore les M&M's. Alors, je suis ce prédateur. Le twist, c'est que le M&M's vert, là, il est comestible. Mais le Skittle vert est très toxique. Donc, je suis un prédateur. J'arrive, j'ai le droit de manger tous les M&M's, mais j'ai pas le droit de manger le Skittle vert. Mais j'ai le droit de manger l'orange, le jaune et le rouge. Alors ça a l'air simple. Mais qu'est-ce qui se passe si je mélange tout ça dans mon saladier? Alors là, on va faire une expérience. J'aurais besoin d'une bonne âme. Je peux la faire, mais c'est mieux si c'est quelqu'un ou quelqu'une d'entre vous qui participe. Et je promets que la personne qui participe gagne tout ça. Vous avez des M&M's, des sachets. Là, je suis venu avec beaucoup de choses. Et ça n'a pas été ouvert, je tiens à préciser. Qui veut participer? Vous, madame. Vous, madame. Bienvenue. Donc là, vous avez un temps limité. Je vous explique la règle du jeu. Vous devez mettre dans le gobelet qui se trouve ici, le plus vite possible, les M&M's comestibles. Mais n'oubliez pas, si vous prenez un Skittle vert, vous mourrez. Donc vous avez le droit de tout prendre, sauf un Skittle vert. Mais vous avez des M&M's verts, attention. Et ceux-là, vous pouvez les manger. Donc le temps limité, on dit que c'est 1 minute. Top. Voilà. Vous allez vite. Vous allez mourir. Faites attention. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous mourrez à la fin. Ça prend une tournure un peu sadique, là. Ouais. Hein, il vous reste 25 secondes. « 15 secondes. Prenez votre temps. Il faut finir le saladier, là. Eh ouais. Eh ben oui, sinon c'est pas de jeu. Vous avez 10 secondes de plus. Top, fin du jeu. La démonstration est faite. Merci beaucoup, madame.
La démonstration, c'est qu'il y a beaucoup plus de vers. Mais il y a beaucoup plus de vers Skittles et beaucoup plus de vers M&M's. Donc ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas le prédateur qui cherche à se transformer. C'est pas la proie, pardon, qui cherche à se transformer. C'est le prédateur qui fixe les règles du jeu de la sélection naturelle. C'est parce qu'il va éviter le Skittle vert qu'il épargne par le même coup le M&M's vert. Et c'est la démonstration de comment fonctionne la sélection naturelle, et l'adage, le camouflage, sert à montrer ce que voit le prédateur. Merci. Fin de la démonstration. Merci beaucoup. Dommage que nous n'ayons plus de temps pour les questions, car on doit libérer la salle.